vers nous pour déroger à la règle. Nous vous servirons toujours dans l'allégresse et la convivialité. Bienvenue dans votre talk show préféré et soyez à vos aises car c'est midi. C'est maintenant. Eh oui. C'est midi, c'est maintenant et j'ai le grand bonheur, en ce lendemain de la fête de Noël, de me retrouver avec Priscille, la dégameuse que je vous demande d'applaudir. Le doyen Kassi à ma droite, merci pour les ovations. Et Raïssa Diaby dans ce boubou de Mère Noël, j'adore. Joli boubou. Merci. Docteur Philo. Ouais. Mais c'était la fête hier, on est là encore dans la fête. Oui. Et puis, ça, moi, j'ai pas reçu de cadeaux. Hein. Ça, c'est ce que j'ai offert à mon fils. Mais comme si je viens au travail et puis il laisse, il va gâter. Moi, je suis venu avec. Voilà. Puis après, je vais lui remettre le soir. Vous pouvez garder ça. Je vais vous me remettre ça après. Voilà, vous pouvez garder. Voilà. Merci, merci. La star. Merci beaucoup. Merci public de C'est midi. Vous le savez bien, dans un monde de plus en plus concurrentiel, acquérir la connaissance, le savoir, les diplômes s'avère important et notre invité l'a bien compris. J'ai obtenu le bac à 40 ans. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Voici le portrait de Mélama Diomandé fait par Ange Gobo. Diomandé Mélama est né à Tiesso. En 1984, il arrête ses études en classe de 3e, mais il obtient son BPC. 20 ans après, avoir quitté l'école, il reprend les études. Diomandé obtient son bac série A2 à 40 ans. Il intègre l'université Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. Aujourd'hui, il est écrivain. Son ouvrage s'intitule « Un livre dans la voiture ». Diomandé est un homme comblé, marié et père de 3 adorables enfants. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour avoir le bac? Son histoire avec Caroline. Merci beaucoup, Ange Gobo. Et on va tous se tenir debout pour recevoir notre invité témoin du jour, Diomandé Mélama, que je vous demande d'applaudir. J'ai obtenu le bac à 40 ans. Merci beaucoup, public de C'est midi. Bienvenue sur notre plateau, Merci Monsieur bien. Diomandé. Merci. On est tellement fiers de vous. Wow. Votre histoire, elle est édifiante, elle est à la fois inspirante, impressionnante, fabuleuse, j'ai envie de dire. Merci bien. Merci de votre présence. Docteur Philo, Je vous en prie. il a obtenu son bac à 40 ans. Waouh. Qu'avez-vous à dire? Beaucoup de On choses. retrouve tout de suite Mais- notre docteur en humour. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci beaucoup. Merci, monsieur Diomandé. Encore félicitations et puis courage pour, Merci bien. Voilà, pour votre bravoure. Et puis je vais dire, c'est pas fortuit, c'est pas un hasard. Diomandé, on le sait, c'est un patronyme, mais Mélama, c'est une signification. Oui, de Ça façon veut dire quoi? Mélama, ça veut dire qu'il faut croire en lui. Ça en bambara. Ok. C'est-à-dire Mélama, comme Mélala. Mélama, ça veut dire qu'il faut croire en ce monsieur, en Mélaïma. Il faut croire en lui, c'est ce que ça veut dire. Et moi je dis, c'est pas dans la tête, ça se passe pas, ça se passe pas, c'est-à-dire c'est dans la tête, la autre partie de la cabeza. 40 ans, obtenu le bac, ce que les jeunes de 18 ans ou les jeunes de 18 ans ont échoué, vous avez réussi là. C'est ça le problème en fait. À 40 ans, voilà le doyen Kassi qui est là, c'est un exemple palpable ici. Malgré son âge, il est tout le temps avec nous et il écrit encore. Le doyen. Si je dis non, vous dites non, vous écrivez encore. C'est vrai. Voilà, vous écrivez. Et il a des projets même à long cours encore. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à dire. À long terme, À long terme, pardon, à long terme. À long terme, voilà. Je n'ai pas dit que les projets sont courts, mais même si sont courts, ils doivent être à long terme. Et donc c'est ça. Je veux dire que c'est à 40 ans déjà, on passe au foyer. Combien d'enfants, j'ai fait combien d'enfants, j'ai ma femme et autres, tout ça. Là. Vous pensez à ça, comment construire, consolider votre foyer. Mais à 40 ans, vous allez obtenir le bac. Comme je l'ai dit, sur 18 ans, où ils échouent, c'est là où vous réussissez. C'est bon. Et puis, je veux dire que c'est aussi des avantages. C'est dans la tête que ça se passe. Si, imaginez, si vous allez passer le bac en histoire, avec votre âge, 40 ans, vous avez le bac, histoire, c'est un avantage pour vous. Si on vous donne des sujets sur la révolution industrielle dans les années 1800, vous avez une idée, c'est à votre époque, vous pouvez en parler. Comment son époque, 1800? Ah, 1800, mais lui aussi il est un peu proche de 1800 que les jeunes de 18 ans. Non, vous n'êtes pas sérieux. Et le bac, c'est un diplôme, je n'ai pas dit que c'est mystique, mais il faut conserver ça convenablement. Parce que le bac, nous tous quand on a eu le bac, excusez-moi, mais attends,
Ça a chauffé, hein. Ah ouais. Boyo, bakoyo. Mais on est revenu et puis on a continué les études. En tout cas, félicitations, tout courage à vous. Merci beaucoup, Dr Philo. Raïssa Diaby, vous avez obtenu le bac à quel âge? Est-ce qu'elle a eu le bac d'abord? À 18 ans. À 18 ans, bravo. J'ai le bac. Eh bien, nous allons à présent retrouver notre ami Paterne. Je ne sais pas en quelle année lui a eu son bac, je ne sais pas à quel âge, mais bon, il va interroger donc nos téléspectateurs qui ne sont pas avec nous ici. Le micro-trottoir avec Chris Paterne-Assémian. Salut Caroline, dans le cadre de ce micro-trottoir de ce midi, nous sommes au carrefour de la vie à Cocody. À quel âge avez-vous obtenu le baccalauréat? Quelques réactions? J'ai obtenu le bac en 2004 et en 2004 j'avais 17 ans. Je l'ai eu à 17 ans je pense, 17 ans. Okay. J'ai eu le bac en 2008, je pense que je devrais me retrouver autour de 25 ans, 26 ans par là. Après le bac, même qu'on sent qu'on rentre même dans la vie active. J'ai eu mon bac en 2012, donc 2012, ça fait 19 ans je pense. J'ai eu le bac en 2009, ok, j'avais 18 ans, 17 ans. J'ai eu le bac à 18 ans. Ça permet de travailler, c'est un diplôme important dans la vie. Et voilà, notons aussi la présence du Père Noël dans ce studio. On est au lendemain de la fête, mais il a dit il faut que je vienne pour un bonus. Donc celui qui va recevoir le cadeau du Père Noël sera vraiment gâté, n'est-ce pas Père Noël? Le Père Noël ne parle pas, il hoche juste la tête. Mélama Diomandé, vous obtenez votre bac à 40 ans. Oui. Vous arrêtez les études en classe de 3e. Oui. Quelles en étaient les raisons? J'avoue que j'avais été renvoyé de l'école en classe de 3e à Séguéla pour mauvais résultats. C'est ce que je préfère dire, surtout pendant mes conférences. Pour mauvais résultats? Pour mauvais résultats. Et c'était un message pour les plus jeunes. Pour dire, c'est quand on est jeune qu'il faut faire des efforts. Sinon, après, on a des regrets et on a vu les autres. Pourquoi? Allez-y. J'avais arrêté effectivement en classe de 3e, et non seulement pour mauvais résultats, mais dû certainement à des problèmes circonstanciels. Voilà. Mais qu'est-ce qui faisait que vous n'aviez pas de bons résultats? Vous n'étudiez pas ou vous étiez porté vers autre chose? Je pense qu'il faut le dire, hein, nous, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que nos enfants. Aujourd'hui, ils ont des outils didactiques que nous, on n'avait pas. Nous, on étudiait sous les lampadaires et on n'avait même pas de livres. Mais ce n'est pas une excuse. C'est ce que je m'apprêtais à dire parce que beaucoup étaient dans les mêmes conditions. Voilà. Mais, quelles que soient les conditions, il faut persévérer. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que 20 ans après, vous reprenez donc le chemin des études. Qu'est-ce qui était à la base de cette motivation? J'avoue que très tôt, bien qu'ayant des parents analphabètes, j'étais déjà un accro de lecture. Rien que le bienfait de la lecture. C'est la lecture qui m'a permis de reprendre pratiquement 20 ans après avoir quitté l'école. Il faut dire à l'origine que quand moi j'étais en 6e à Séguéla, mon frère aîné était en classe de seconde à Séguéla, à Daloa, au lycée 3. Et la même année, tout juste après, à deux jours des congés de Noël, mon frère est parti dans l'autre monde. Et suite à son décès, l'élève de 6e que j'étais s'est retrouvé avec toute une collection de livres. Et jusqu'en 3e, je ne pouvais plus déjà me passer de lecture. Et donc, je lisais tout le temps, Le paradoxe, c'est que vous aviez un intérêt très poussé pour la lecture, mais vous aviez quand même de mauvais résultats. Pourtant, la plupart du temps, les élèves qui sont accros à la lecture sont brillants en classe. Oui, effectivement. C'est ce que d'ailleurs, c'est ce message que je partage pendant mes conférences dans les lycées et collèges pour dire, quand on lit, on devient excellent dans toutes les matières. Dans toutes les matières. On devient plus éloquent, on a une certaine assurance. D'ailleurs, je le dis, personne ne peut se passer de lecture, quel que soit le domaine d'activité. En ce sens que, ce que je veux dire, une certaine aisance, une certaine assurance, une certaine éloquence pendant les prises de parole en public sont des qualités qui tirent leur source des livres. Et donc, pour ma part, la lecture m'a permis de reprendre à cet âge. Et je suis très, très curieuse de savoir ce que vous avez fait pendant ces 20 ans. Oui, pendant toutes ces années-là, après mon renvoi de l'école à Séguéla,
j'avais un oncle très humaniste, l'oncle Namori, qui m'a reçu, et qui voulait que je reparte. Malheureusement, j'ai passé une année scolaire sans aller à l'école. Et c'était vraiment douloureux pour moi de voir les autres partir à l'école. Je l'ai dit dans l'ouvrage, on a l'impression que c'est le jour où vous ne partez plus à l'école que vous vous rendez compte, ah, j'avais vraiment de la chance, je ne l'ai pas saisi. Ouais. Et pour moi, c'était encore davantage douloureux, parce que maman, bien qu'analphabète, elle avait voulu que je lui ramène le brevet. Et ce n'était pas le cas. Et à Gagnoua, c'était de temps difficile, en ce sens que parfois je me rappelais ces lamentations où elle disait, Adama nous avait envoyé le brevet, on l'a perdu. Toi, celui qui nous comptons maintenant, tu n'as pas pu nous envoyer le brevet. Donc, c'était difficile. Et donc, après cette année sabbatique, mon oncle m'a permis de reprendre les études au cours du soir. J'ai obtenu le BEPC au cours du soir. Et nanti du BEPC, de Gagnoua, je suis venu à Abidjan pour le concours administratif, sans succès. C'est d'ailleurs l'intitulé du 3e chapitre, une succession d'échecs. Vous qui êtes jeunes, il faut parfois s'attendre aux échecs dans la vie. Mais avec les échecs, il y a tout un enseignement qu'on tire. Et à côté de l'échec, c'est tout le succès. D'ailleurs, à la page 64 de mon ouvrage, j'ai écrit « Le succès et l'échec voyagent toujours ensemble. Ils sont des hôtes permanents de l'homme. Le premier est parfois beaucoup plus humble et discret, au point de ne pas montrer sa présence au début, alors qu'il est le plus nanti des deux. C'est le bonheur de l'homme. Chapeau. Je reviens tout de même à la question. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes conférencier. Vous partagez votre expérience un peu partout ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Même pendant ces 20 années, c'est-à-dire que vous obtenez finalement votre brevet, mais après ça, plus rien. Et quelques années plus tard, on se retrouve à passer le bac. Pendant ce temps, comment est-ce que vous vous occupez? Oui, il faut dire que après ces échecs, à mon retour à Gagnoua, le jeune breveté que j'étais s'est retrouvé à la gare de Gagnoua. Après 2 années de transport en commun, je suis encore revenu à Abidjan pour d'autres concours administratifs. Et finalement, j'ai réussi au concours des chauffeurs de l'administration, agent spécialisé de TP, option chauffeur. Et là, c'est le début d'une carrière professionnelle pour moi. Et en tant que chauffeur, j'avais toujours un ami, un compagnon, le livre. D'où le titre de l'ouvrage, Un livre dans la voiture. Ce qui n'est qu'une exhortation à la lecture. Il faut que le livre soit notre compagnon. C'est d'ailleurs le 2e chapitre qui s'intitule « Le livre, le compagnon fidèle ». Et donc après, pendant que chaque fois que mon patron se trouvait en réunion, vous savez, en tant que chauffeur, la solitude, les longues attentes, c'est parfois horrible. Et tous les grands lecteurs, c'est un plaisir de profiter de ce temps matériel. Et donc pour moi, chaque fois que le patron se trouvait en réunion, je me mettais à lire. Et comme le livre, c'était un merveilleux maître silencieux, c'était une formation sur le tas qui m'a ramené sur les bancs à un moment inattendu. Et donc j'ai rencontré, c'est d'ailleurs l'intitulé du 1er chapitre, une rencontre inattendue. J'ai rencontré un ami, Konaté Mohamed Lamine, professeur de lettres, et qui m'a, après un débat littéraire, qui avait été impressionné par ma capacité de ressortir certaines citations de mémoire, m'a amené à reprendre les études. Je suis allé m'inscrire au cours du soir. Et là, c'était quel sentiment qui vous animait lorsque vous repreniez le chemin de l'école? Je me disais, ah, mais et s'il avait raison? Et s'il a raison? Ma vie va changer. Ce sera notre personnalité. Ce ne sera plus le même Mélama. Et donc, au départ, j'étais un peu sceptique. Mais vous ne redoutiez pas les railleries quand même de l'entourage? Oui, à ce niveau, je pense que j'étais déjà préparé psychologiquement. En ce sens que moi, les livres avaient déjà réussi à forger en moi une autre personnalité. J'avais déjà au moins 20 ans de lecture assidue. Et 20 ans de lecture assidue, c'était comme si c'était... Merci. 20 ans de lecture assidue, c'était comme si c'était des conversations, des échanges avec de grands auteurs, de grands penseurs qui semblaient me dire tous les matins, mais Lama, tu n'es pas différent des autres. Tous les hommes ont les mêmes potentialités. Tu dois avoir confiance en toi. Tu peux réussir avec un effort soutenu. Et ça a vraiment payé parce que vous finissez par obtenir le bac avec mention. Et c'est comme ça que les livres avaient réussi. Voilà, c'est comme ça que les livres avaient réussi à me donner une autre vision des choses. Mais on a l'impression qu'il n'y avait pas tout dans les livres. Pourquoi avoir, après toutes ces années de lecture, pourquoi avoir attendu à ce que quelqu'un vienne vous dire de retourner à l'école? Dans le livre, quelque part, ce n'était pas écrit que M. Mélama retourne à l'école? Oui, vous n'avez pas vu ça? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais au même moment, le cas pratique, on attend plus ou moins quelqu'un pour vous dire tout et tout. Et ça a été le cas. Mais il n'y a pas de hasard. Et finalement, c'est un livre, surtout
c'est un livre autobiographique, de développement personnel, m'ont vraiment enseigné cela. Un livre dans la voiture. On dit que chacun de nous doit avoir la confiance en soi. Alors, précis. Je veux savoir, pour quelqu'un qui a 40 ans, passe le bac. Après, nous, les gens du quartier, quand on entend ça, on se dit, mais il était déjà intelligent, il était déjà bien et tout, c'est facile, c'est quelque chose d'assez facile. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était comme les élèves de 18, 19 ans, 20 ans qui passaient le bac, c'était pratiquement la même chose? Non, pas du tout. Okay. Comment Parce ça s'est passé? À 40 ans, on est père de famille. Et quand on a un pouvoir d'achat beaucoup limité, et quand on est au bas de la société, au bas de l'échelle sociale, ça devient plus compliqué. Parce que parfois, on est en classe, on se dit, mais qu'est-ce que les enfants vont manger demain? Vous voyez, parfois, vous n'avez même pas encore acheté toutes les fournitures de vos enfants, mais vous-même, vous devrez étudier. Mais à un moment, il y a une certaine obligation. Quand on retourne à 40 ans, on se dit, il y a quelque chose qui manque. Et quand on repart à 40 ans, dans certaines situations, c'est la recherche d'une certaine sécurité sociale, aussi bien matérielle qu'intellectuelle. On veut s'affranchir quelque part. Ma question aussi. Allez-y. Qu'est-ce qui a changé dans le regard que vous portez sur vous-même aujourd'hui? Ce regard, je pense que, gloire à Dieu, il y a une certaine fierté. Il y a une certaine fierté, en ce sens que moi, je n'avais, au départ, personne ne m'attendait à l'université. Moi qui accompagnais souvent les enfants de certains patrons à l'université, je me suis retrouvé à l'université, après le bac. Certains amis m'attendaient en lettres modernes, je suis allé m'inscrire en anglais. J'ai voulu devenir bilingue dans un pays francophone. Il faut dire également que j'étais parfois, en tant que grand lecteur, j'étais parfois frustré de ne pas pouvoir lire certains beaux livres en anglais. Et j'ai partagé mon expérience dans cet ouvrage. L'ouvrage est d'ailleurs dédié à la jeunesse africaine. Dans la dédicace, j'ai dit à mes enfants et à tous les jeunes d'Afrique à qui je voudrais que ce livre serve de repère dans la vie. Et donc, et le livre qui voyage, et c'est une certaine fierté. Mais au-delà de la fierté, on se dit quand même que ça pourrait nous ouvrir les portes pour améliorer notre revenu. Oui, j'ai toujours foi en cela. J'ai toujours foi en cela que... C'est d'ailleurs l'objectif de mes études à cet âge. Chercher en quelque sorte un certain bien-être. C'est cela. Voilà, chercher à grimper l'échelle sociale. Alors, je rappelle que c'est à 40 ans donc, que vous avez obtenu votre bac. Après ça, les portes de l'université s'ouvrent à vous et vous obtenez une licence en anglais et un diplôme d'administration et de management dans une grande école. Félicitations. Il fallait vraiment le faire. Alors, et je sais que vous êtes toujours chauffeur dans la fonction publique. Oui, je marche toujours comme chauffeur dans l'administration. Même si au bureau, parfois je sers d'interprète, je suis chargé de tout ce qui est traduction français-anglais. Mais quel est le regard, on va dire, de vos employeurs sur vous? Parce que votre place, ce n'est plus au volant de la voiture. Oui, mais... Vous pouvez servir oui, absolument. À bien d'autres choses. Sans fausse modestie. Je pense d'ailleurs, l'ouvrage d'ailleurs est au programme depuis l'année passée au collège, à l'établissement d'application de l'ENS, Jean Piaget. Et donc, les enfants étudient l'ouvrage écrit par un chauffeur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ma production littéraire sert à quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que si ma patrie m'utilise uniquement comme chauffeur, je dirais que je ne sers pas ma patrie. Parce que ma connaissance va au-delà de ce que je fais. Voilà, donc j'attends toujours, j'ai toujours espoir. D'ailleurs, l'ouvrage, ce que je ne vous avais pas dit, l'ouvrage m'a valu le 3e prix d'excellence en littérature. J'aime le dire. J'adore ce témoignage. Oui, moi j'aime le dire. La lecture m'a anobli, la lecture m'a affranchi. Mon prix littéraire porte la signature du vice-président de la République, son Excellence Daniel Kablan-Duncan, quand il était Premier ministre. Je ne doute pas qu'il est à l'écoute. Et pour moi, c'est une fierté de porter sa signature.
Et je compte sur le chef de l'État et tout le gouvernement pour que ma situation change. Mais la situation va forcément changer après le témoignage. Certainement que la plupart des gens ne le connaissaient pas. Merci. Mais je crois et j'ai foi. Je garde la foi, tout comme vous d'ailleurs. Il faut que ça change. Oui, oui. À 54 ans, vous avez vos diplômes, vous avez une belle connaissance, vous avez une certaine aisance à vous exprimer. Oui. Et je pense que vous méritez mieux. Ce n'est pas encore terminé. Voilà, on va marquer une pause juste au niveau de la pub et on se retrouve pour la suite de cette émission. C'est midi, c'est ça. Sur le plateau de ce midi, échangeons avec Monsieur Diomandé, un véritable exemple de persévérance, de bravoure, de courage et de détermination. Il abandonne les études en classe de 3e, 20 ans après, il retourne à l'école et là, il obtient le bac A2. Après cela, les portes de l'université s'ouvrent à lui. Il obtient donc une licence en anglais et un diplôme d'administration et de management dans une grande école. Monsieur Lama. Oui. Oui. Monsieur Diomandé. Oui. Oui, on est tellement fiers de vous. Merci pour vos encouragements. Alors, moi, je veux savoir, est-ce qu'à cet âge, aujourd'hui, vous avez 54 ans, on a toujours des projets? Oui, absolument, on a toujours des projets. D'ailleurs, pendant mes conférences, mes échanges avec les jeunes, c'est ce que je leur dis. L'âge, c'est dans la tête. C'est cela. On peut avoir des cheveux blancs et être jeune dans la tête. Mais on peut avoir 20 ans. Si rien n'est nouveau pour vous, si vous n'êtes pas ambitieux, vous êtes vieux. Et pour ma part, j'aime bien ce message d'espoir de Nelson Mandela. C'est un message d'espoir. D'ailleurs, pour l'humanité, il dit, dans son ouvrage autobiographique, Un long chemin vers la liberté, il dit, quand enfin j'ai franchi le porte de la prison pour monter en voiture de l'autre côté, j'ai senti, même à 71 ans, que ma vie recommençait. Fin de citation. C'est une manière... Oui, Caroline. C'est une manière de dire que chaque jour qui se lève est une nouvelle page dans notre vie. Et que chacun de nous devrait avoir foi, nous devrions avoir confiance que le meilleur est à venir. Oui, Raïssa, et puis après le doyen. Monsieur Diomandé, moi je veux savoir, vous êtes un bel exemple de détermination. Mais est-ce la mort de votre frère qui est en classe de seconde quand vous arrêtez l'école qui vous a boosté, ou c'est une autre personnalité, vous avez une icône? D'où vient cette inspiration? L'inspiration, je veux dire, c'est une réalité de la vie. Et je pense que, comme je l'ai dit, il y avait certains défis à relever dans la vie. Est-ce que, personnellement, parfois je me demande, est-ce que je suis né pour conduire les autres éternellement? Est-ce que je suis né pour terminer ma vie au bas de l'échelle? C'est des questions que chacun de nous doit se poser. Et quand parfois on se pose cela... D'ailleurs, un matin, moi j'attendais dans la voiture, dans le véhicule. Et mon patron est venu, il est monté à l'arrière du véhicule. Et je voulais mettre le moteur en marche, il m'a dit de patienter, qu'il attendait un collaborateur. Et sur le coup, je regarde dans la glace intérieure de la voiture, dans le rétroviseur, et je vois mon patron en train de réajuster sa cravate. Et je me pose la question, quelle est la différence entre le patron et moi? Moi aussi, j'ai envie de me poser une question. Parce que parfois, il faut que chacun de nous se pose cette question-là. Non seulement ça nous permet, par gratitude, de remercier Dieu pour le moment précis, ce qu'on est, mais en même moment, par ambition, ça nous amène à nous élever. Pour répondre à la question, moi je me dis, mais tiens, la différence majeure, c'est la formation, c'est l'instruction. Il a dû faire des efforts à un certain moment de sa vie. Chacun de nous, surtout vous les jeunes, chacun de nous doit le préparer à faire des efforts. Oui, chacun de nous doit s'arranger à faire des efforts. Mais à vous entendre, Monsieur Diomandé, je m'imagine quelle a été votre douleur en classe de 3e. Mais je veux savoir quelque chose, votre position par rapport au savoir. Que pensez-vous de cette pensée? Savoir, ce n'est jamais qu'un degré, un degré pour être. Merci bien.
Et pour répondre à cette question, d'abord, je cite cette citation d'Amadou et de Nelson Mandela dans son ouvrage d'autobiographie, Un long chemin vers la liberté, où il dit « Un diplôme n'est pas en soi une preuve de supériorité et ne signifie rien si l'on ne fait pas ses preuves dans la société. Ouais. » Si vous avez... Allez-y. Merci. À cette allure-là, j'ai envie de dire à ma fille d'attendre jusqu'à quand elle a retardé à 40 ans. Franchement, parce que là... Donc, le savoir doit servir. Ça doit servir à soi, ça doit servir aux autres. Ça doit servir à soi, ça doit servir aux autres. Et c'est très important. Moi, j'ai essayé de valoriser le savoir dans mon ouvrage. Le savoir que je considère également comme, non seulement comme une arme, comme une autre richesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde court après le matériel, mais le savoir, c'est une autre richesse qu'on ne peut pas acquérir par héritage, qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas arracher. Ouais, on ne peut pas tricher pour l'avoir. Il faut absolument fournir des efforts. Il faut fournir des efforts. Merci beaucoup. Priscilla Desgameuses. Vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que le savoir vous sert et il faut également que ça serve aux autres. Alors moi, j'essaie de faire le rapprochement. Vous êtes toujours conducteur, c'est cela? Oui. Et vous faites la littérature. Oui. Est-ce que quelque part, vous vous êtes pas dit, il y a certainement des conducteurs, donc des chauffeurs de taxi, de Baka, de Woro et tout, qui ont certainement la même passion ou peut-être la même histoire que moi. Est-ce qu'il vous arrive d'y penser, essayer de créer des rencontres, essayer de les prendre, de les coacher et tout, oui, pour qu'on ait d'autres messieurs comme vous, oui, d'autres chauffeurs comme vous? C'est une très bonne initiative. Je le fais parfois quand je rencontre certains. Même la dernière fois, j'ai rencontré un chauffeur de l'administration qui est à le niveau terminal. Et je lui ai dit, mon gars, tu es à 2 pas de la chose pour que ta vie change. Vois ta vie dans 5 ans. Visionne ta vie dans 10 ans. C'est l'arrivée qui compte. Donc, c'est ce message que j'essaie de passer, même au niveau de la lecture, quand je suis dans le transport en commun, avec les élèves. J'avoue que je n'attends pas une activité pour le faire, tant qu'on peut passer le message. Je me suis rendu compte qu'en cherchant à donner de l'espoir aux autres, ce sentiment, après un retour, quand on vous fait le retour, on ne peut pas expliquer cet état d'esprit, ce sentiment qu'on a. Il y a une satisfaction morale. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons recevoir à présent Paulus Agathon pour la réaction des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus! Paululu. Oui, bonjour Caroline. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. On va se rendre directement sur notre compte Twitter où on a le message de Yannick Biard. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de questions. Hein, c'est juste des messages d'encouragement et tout ça. Alors, Yannick Biard, il dit « Vous êtes l'illustration parfaite de ce qu'est la détermination. Mieux, un espoir à toute personne se disant que l'échec est une fatalité. Mon souhait est que vous puissiez répandre cette énergie positive autour de vous. » Alors, Caroline, là, j'ai du mal à voir le nom. Là. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire? Julien Aveiro da Silva. Oh, il n'est pas gentil. Alors, il dit c'est surprenant et pourtant c'est possible. Cela nous montre que la vie est ainsi faite. Tous dans la vie, on a une vocation et quelles que soient les entraves, si on persiste, si on incite, c'est sûr qu'on va atteindre nos objectifs. Le dernier message, Ramana Malin, voilà, c'est son nom de profil. Pour ça, vous avez vu, hein? Oui, j'ai vu. Il ou elle dit, je retiens qu'il n'est jamais trop tard dans la vie pour se fixer et atteindre des objectifs. Il ne faut pas écouter les pessimistes et il faut écouter ceux qui nous encouragent à aller de l'avant parce que ceux qui nous découragent, c'est les mêmes qui vont se moquer de nous si on échoue demain. Alors Caroline, c'est avec ce message de Ramana Malin qu'on va se dire au revoir et à demain. À demain. Merci beaucoup, Paulus. Je vous en prie. Merci infiniment. Oui, docteur Philo. Oui, moi je veux dire que c'est juste un mot d'encouragement et dit aux doyens que la ménopause, elle existe bel et bien, mais elle existe de façon maternelle et il n'y a pas de ménopause intellectuelle. Voilà, et donc on peut là... Oui, mais... Oui, tout à fait. Oui, est-ce que vous pouvez développer... Mais attends, c'est la même chose. C'est quoi? Ah, le monsieur était là, il donne la citation, vous applaudissez. Moi, il donne une seule citation, vous n'applaudissez pas. J'ai dit la... Alors, la ménopause... Alors, merci beaucoup, docteur Philo. La ménopause intellectuelle. J'adore votre coiffure. Je vous en prie. Alors, monsieur Diomandé, une question. Je me dis que vous êtes
diplômé. Oui. Vous avez un certain bagage intellectuel, mais vous demeurez conducteur. Félicitations déjà pour cette preuve d'humilité. Mais en même temps, est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit sentiment de frustration qui vous anime parfois? Oui, absolument. Il y a une certaine frustration, il faut dire la vérité. Il y a une certaine frustration. Aujourd'hui, j'ai une licence en anglais dans un pays francophone. Et j'ai un livre, je l'ai dit, tout Ivoirien est un ambassadeur dans son domaine de prédilection. Et en ce sens que mon livre, ça voyage. La dernière fois, il y a une jeune Marocaine de 12 ans qui m'a écrit après avoir lu l'ouvrage. L'ancien premier ministre du Togo l'a lu. Suite à une analyse critique d'un confrère togolais, Mori Vierge Kosodou. Et indépendamment de cela, aujourd'hui, j'avoue que je pense qu'avec... c'est ce qu'on dit tous les jours, faites des efforts, faites des efforts. Je me suis dit, avec tous ces diplômes, je grimperai certainement l'échelle sociale. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis dans un emploi des niveaux de fin de cycle primaire, c'est-à-dire que le CEP. Donc, à ce niveau, il y a une certaine frustration, alors que, comme je l'ai dit tantôt, mon ouvrage voyage, d'ailleurs, c'est étudié dans une école. J'attends d'ailleurs que ce soit le cas, puisque les lecteurs, les critiques ont trouvé que c'est un livre pédagogique qui peut apporter beaucoup de choses à la jeunesse. Tout à fait. Donc, il y a une certaine frustration. Mais au même moment, moi, j'ai Votre témoignage même est pédagogique. Voilà. Donc, mais au même moment, j'ai toujours la foi. Comme j'aime le dire, l'échec dans la vie, c'est quand on abandonne. Et chaque fois qu'il y aura cette chaleur interne en termes d'espoir, j'ai foi toujours. Le livre Voyage, je fais partie des écrivains vraiment très engagés dans la sensibilisation à la lecture. Et ma dernière conférence, c'était à Danguira. Certains ont vu la photo de la moto sur les réseaux sociaux. Entre Danguira et Montezo, il y a 24 km, mais je l'ai fait à moto. Parce qu'il n'y avait pas de route. Mais il y a ce sentiment de partage à l'égard de la jeunesse. Et donc, moi, j'ai toujours l'espoir qu'un jour ou l'autre, les autorités seront sensibles à ma situation. De toutes les façons, parce que le livre, il voyage. Et chaque fois, ce sont les lecteurs hors du pays. J'ai des amis en France, un couple, M. Brigitte et Emmanuel Camus, tous les deux ont lu l'ouvrage. Et ils m'ont envoyé un mail, ils me disent, mais avec tous ces efforts que vous avez fournis, la situation n'a pas encore changé, mais j'ai toujours foi. Merci pour vos encouragements. Vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse, justement. Nous sommes à la fin de notre entretien. Je vais vous demander de regarder la caméra et de vous adresser à tous ces jeunes qui ont pratiquement baissé les bras, qui ne croient plus en notre système, qui n'ont plus envie de poursuivre les études. Et ce message, c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs de partager dans mon ouvrage. Cet ouvrage véhicule des messages d'espoir, de courage, de détermination. D'ailleurs, j'ai écrit dans l'ouvrage, à l'adresse de la jeunesse, 3 mots doivent guider l'homme dans la vie. Patience, endurance, persévérance. Il n'y a pas d'échec tant qu'on n'abandonne pas. C'est quand l'homme abandonne qu'il connaît l'échec. Si vous n'abandonnez pas, vous avez toujours foi, le meilleur est toujours devant. Moi, j'ai repris les études, mais ça aurait pu être une autre activité. Ce dont je parle en termes d'estime de soi, c'est dans tous les domaines. Vous voulez entreprendre quelque chose, vous devez avoir foi, vous devez avoir confiance en vous. Vous devrez croire en vous et savoir que vous n'êtes pas différent des autres. Savoir que vous n'êtes pas différent des autres. Savoir que tous les hommes ont les mêmes potentialités, qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et que chacun de nous, nous avons des talents, des forces qui sont en nous et parfois dont nous ignorons l'existence. Merci infiniment. Alors là, merci beaucoup. Parce que ce midi, vous êtes venus booster notre envie de réussir. Et ça, ce n'est pas rien. Merci infiniment, Monsieur Diomandé. C'est avec un grand plaisir que nous avons écouté votre témoignage. Alors, vous nous suivez. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Partagez votre expérience, votre histoire, votre témoignage avec nous. Sur ce, je vous invite à retrouver Raïssa Diaby pour C'est à lire.
C'est à lire avec Raïssa Diaby. Alors, que dire qui n'a pas encore été dit sur ce plateau avec notre invité qui est la preuve vivante des bienfaits de la lecture dans la vie d'une personne. La semaine dernière, on a parlé de comment choisir un livre pour notre enfant. On a dit qu'il fallait tenir compte de son âge, de ses centres d'intérêt aussi. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons de faire une lecture à un enfant avant qu'il ne fasse dodo. Alors, raison numéro 1. Et s'il ne fait pas dodo? Les enfants, là, ils n'ont pas sommeil. Mais oui, la lecture, ça aide à avoir le sommeil léger. Oui, c'est l'une des raisons. On entend une voix alors. Alors, quel genre de lecture? La première raison, c'est que la lecture prépare l'enfant à l'apprentissage de l'écriture. Quand il voit un mot, c'est constitué de plusieurs lettres. Parfois, il veut essayer de former un A, un O, un I. Et c'est ça l'avantage. Ça va aider l'enfant à apprendre à écrire et ensuite à connaître un mot. Raison numéro 2, la lecture va développer le langage et le vocabulaire chez l'enfant. Alors, vous savez, une étude a démontré qu'un enfant, à partir de 3 ans, est influencé par les différents mots qu'il entend dans son entourage. Donc, avec les contes et aussi avec notre langage habituel, faisons attention, prenons toujours la peine d'utiliser de bons mots. Pardon, merci, s'il te plaît, c'est gentil. Ainsi, l'enfant, il s'habitue aussi à ces genres de mots. Raison numéro 3. Raison numéro 3, la lecture favorise le développement de l'imagination chez l'enfant. Vous savez, c'est bien quand vous allez faire une lecture à votre enfant, c'est bien de créer tout un scénario. Ajouter des chapeaux, des lunettes, la lumière basse. Ça va permettre à l'enfant de se plonger dans le scénario et de vivre une grande imagination. Il va se mettre dans la peau d'un personnage, il va vivre le film, le conte et ça va lui faire du bien. L'avant-dernière raison, c'est que la lecture facilite la transmission culturelle. À travers les contes et les histoires, on apprend sur nos cultures. Sur un conte, on peut apprendre, par exemple, le conte de la reine Pokou. On apprend la légende des Baoulés. Donc, c'est important de lire des contes les soirs à l'enfant avant qu'il ne dorme. Et la 5e raison, qui est pour moi une raison très importante, c'est que des moments de lecture entre enfants et parents permettent de créer des liens affectifs, des liens de confidentialité, de sécurité et d'amour. Ça crée un environnement sain et l'enfant a confiance en lui, ça développe en lui une certaine confiance. Surtout alors, quand vous êtes en train de lire comme ça, de dire un conte à l'enfant est sur votre poitrine, il y a cette chaleur-là. Oui, près de lui, sur le lit, c'est important. Pendant ce moment, ça va à côté. Elle est jalouse. C'est important. Donc, c'était les 5 raisons que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est un constat. Faire une lecture avant de dormir à un enfant. Avant de se laisser, vu qu'on est le dernier mercredi de l'année, j'ai un cadeau pour les tout petits. C'est Madame la Tortue et Autres Fables de Geneviève Monet que je propose à tous les enfants de lire. C'est mon cadeau de Noël pour vous. Merci. Et j'espère qu'on va se retrouver Super Radio en 2019 pour d'autres C'est à lire. Merci. Merci beaucoup, merci. Et nous saisissons l'opportunité pour saluer les personnes présentes dans ce studio, la cellule fraternelle des élèves et étudiants du BAFIL. Merci beaucoup de votre présence. Nous saluons également les étoiles du Banco 2 de Yopougon. Alors très rapidement, Dr Philo, je vais vous demander de prendre le micro. Elles étaient là il y a quelques jours et elles sont encore là aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association, c'est bien cela? Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi votre mission? Bon, notre mission, c'est d'abord de se rassembler et former une seule famille entre nous, les femmes de Banco 2. Et la deuxième et grande mission même, c'est d'accomplir des activités de bienfaisance. C'est très important. Merci beaucoup. En tout cas, revenez tant que vous le souhaitez. Voilà, merci cette beaucoup. émission est la vôtre. Les étoiles du Banco 2 de Yopougon, Madame Kofi Nicolette, la présidente. Sur ce, on va recevoir notre invité surprise du jour. Eh bien, lui, c'est Monsieur Abaté Augustin. Il est pasteur juriste et président de l'ONG Le Pédagogue Jurisconsulte International des cas sociaux. Merci de l'applaudir très fort.
Monsieur Abaté, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. On est content de votre présence. Eh bien, vous êtes là pour nous parler de prise en charge scolaire aux enfants démunis. Qui est concerné? Les enfants démunis, vous allez me dire, mais sur quels critères vous offrez, on va dire, ces prises en charge? Ok, les prises en charge que nous attribuons aux enfants démunis de Côte d'Ivoire, parce que les enfants démunis, il y en a deux sortes de démunis. Les enfants orphelins et vulnérables, c'est-à-dire les enfants qui n'ont plus de parents, il faut les aider. Aller à l'école, l'école qui fait le développement d'un pays. Il faut les aider. Les enfants, parents démunis, soit le parent peut soit travailler, être un salarié, mais il a beaucoup d'enfants et il prend le statut de démuni. Il faut l'aider. Quand les parents scolarisent leurs enfants dans les collèges privés et dans les grandes écoles sont excessivement chères. 400 000, 600 000, 800 000, même 1 million. Alors l'ONG que je dirige, qui s'appelle le pédagogue jurisconsulte international des cas sociaux, nous sommes mis à la disposition des humains pour pouvoir aider. Dieu a dit d'avoir l'amour, l'amour du prochain, pour pouvoir les aider. Si tu ne peux pas aider ton frère, en ce moment-là, tu n'as pas l'amour. C'est l'amour, à cause de l'amour et à cause du Seigneur que nous faisons ce travail. Et justement, la question que je veux poser, c'est de savoir, c'est vrai que vous offrez des prises en charge, mais est-ce qu'après, il y a un suivi pour savoir si ça a véritablement servi aux personnes concernées? Bien sûr, parce que c'est un travail que nous avons fait, nous avons besoin d'atteindre un objectif. Tous les enfants que nous donnons les bourses d'études dans les collèges privés, de la 6e à la terminale, c'est une prise en charge de 50%. Et nous les suivons jusqu'à aujourd'hui même. Il y a des enfants même qui ont eu le bac, qui sont allés à l'université. Il y a certains même que je croise au plateau et qui me reconnaissent aujourd'hui. Ils disent, ah, c'est pas le monsieur qui nous a donné les prises en charge là. Donc ça fait du bien. Ça a aidé tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. L'ONG a fait de grandes actions. En 2003, on a commencé l'action en 2003, la première crise de 2002, où il y avait des déplacés de guerre partout dans le pays. Il fallait les aider, leurs enfants à aller à l'école. Nous avons pris soin de nous-mêmes, en tant que, disons, le pédagogue et jurisconsulte, de signer des contrats juridiques avec les collèges privés pour qu'on puisse affecter des enfants cas sociaux dans ces écoles. C'est ce que nous avons fait. Et les associations nous sollicitaient. L'association de Grand L'Ouest nous ont sollicité. Et on a offert 1000 bourses à ces enfants pour aller à l'école. Pendant qu'il y avait la crise, on a donné ça à l'Ivoire, devant des personnalités. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces actions et vivement que vous soyez mieux accompagnés pour faire de plus grandes choses. Merci infiniment, Monsieur Abaté Augustin, d'être passé sur le plateau de C'est Midi. Avec votre permission, nous allons pour la pub et juste après, Priscille la dégameuse. C'est Priscille la dégameuse, avec Priscille la dégameuse. Je suis la Caroline, vous savez, malheureusement, il y a certaines personnes à Abidjan qui ne savent pas répondre « je ne connais pas ». Quand vous êtes dans la rue, qu'on vous tient un micro, qu'on vous pose une question, quand vous ne connaissez pas la question, la réponse, il faut répondre simplement « je ne sais pas ». Tanti, tu peux me montrer, tu peux m'apprendre. Et moi, je suis là comme ça pour attraper ces personnes à l'épée. Alors aujourd'hui, nous sommes le lendemain de la fête de Noël. La question, c'est celle-là. Alors, vous savez que le Père Noël quitte l'Europe chaque année pour distribuer des cadeaux. Mais cette année-là, il devait aller à Touba. À cause des embouteillages et tout ça, de la mauvaise route, il n'a pas pu y être. Donc, lancer un message au ministère du Passage. Pourquoi est-ce que le Père Noël n'a pas pu aller à Touba? On écoute les réponses. Compte tenu de la situation, la voie est dégradée. Les enfants de Touba ne sont pas venus s'amuser comme les autres enfants de Côte d'Ivoire. Donc, le ministère du Passage doit prendre vraiment ses engagements pour finir ce qu'il doit faire. Oh, vraiment, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Mais je dirais peut-être une autre fois, il pourra se rendre à Touba. Donc, je demande au ministère du Passage de faire plus de routes pour que le Père Noël puisse se rendre à Touba pour des enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Donc, joyeux Noël à tous. Vraiment, je tenais à lancer ce message au ministère du Passage pour dire que dorénavant, ils n'ont qu'à songer à arranger la rue des villages, des villes, pour que les enfants de Touba puissent avoir accès au Père Noël.
Je vais dire au ministère du Passage de vraiment traiter bien les routes pour qu'il n'y ait pas d'accidents, il n'y ait pas beaucoup de mauvaises choses en route, pour que vraiment la circulation puisse être normale dans notre pays. Au ministère du Passage, d'accord. Donc le Père Noël a eu des problèmes de passage. Il devait se rendre à Touba, d'accord. Donc je vais demander aux enfants de ne pas se presser. Le Père Noël va venir quand le passage va pouvoir se libérer. Donc le ministère du Passage, vraiment, c'est à vous que je vais m'adresser. Il faut réparer la voie pour que le Père Noël arrive à Touba pour donner des cadeaux aux enfants. Même si le Père Noël n'a pas pu passer là-bas, c'est pas grave. Chaque année, les années ne sont pas pareilles. Bon, que les enfants restent tranquilles. L'année prochaine sera bonne. Bon. Je voulais dire au ministère du Passage de prendre des mesures pour ne pas que ça se répète dans les années à venir. Parce que les enfants ont besoin du Père Noël pour être heureux. Si, j'ai vraiment un message à lancer. Je vois chaque année, on a l'habitude de faire ce genre de cadeaux. Et si vraiment on a pensé à ces enfants qu'on n'a pas pu faire, vraiment l'acte a été déjà la volonté hier. Et si on n'a pas pu, je pense que je dis vraiment joyeux Noël à ces enfants-là. Et que de ne pas se décourager, vraiment force à eux de ne pas se décourager, que l'année prochaine on va vraiment s'occuper d'eux. Il y a toujours une pensée qui est dirigée vers eux, je pense que ça se fera. Et je veux lancer un appel au ministère du Passage et de vraiment bitumer les routes pour que vraiment on pense vraiment aux enfants défavorisés, pour qu'on puisse les aider parce que c'est un moment de partage, c'est un moment de joie. Donc il faudra avoir une pensée vers des enfants défavorisés. Donc ce message vraiment il est lancé au ministère du Passage pour qu'on puisse vraiment penser à ces petites villes, ces petits villages vraiment non bitumés. Quand on vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse, dites je ne connais pas. Alors pour tous ceux qui ont ri dans le studio, pour tous ceux qui ont ri devant leur télé, si vous avez envie de rire encore plus, la RTI vous donne rendez-vous ce 28, c'est-à-dire après-demain. À la tri event, ça c'est pour les vieilles people. Bonjour 2019. Venez, on va se dire bonjour. 30 000 francs. Quand tu as ton gars qui est choco, qui se fait un genre, tu l'envoies là-bas. La tri event, 30 000 francs seulement. Maintenant, pour nous, les gars de l'allée, là, c'est au Palais de la Culture le 29. Venez là-bas à partir de 19h. Ticket là, c'est 15 000 seulement. C'est moins cher que brésilienne. Venez là-bas. Amusement sera pas amusement. Merci. Rire sera pas rire. Merci beaucoup, Prissy, la dégameuse. Et notre Père Noël. Heureusement que lui, il a pu trouver le chemin pour venir. Le ministère du Passage lui a facilité la vie. À qui vas-tu remettre le cadeau? À une fille. Bravo, félicitations. Merci beaucoup à vous, public de C'est Midi. Merci à vous, téléspectateurs de C'est Midi. Merci encore à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. J'ai eu un grand plaisir à vous présenter ce numéro de C'est Midi. On se donne rendez-vous demain pour un autre. Au revoir et à demain.